En octobre 1973, à Cleveland, Ohio, une femme nommée Dorothy gare sa voiture à la station Sahio sur Pearl Road à 5 heures du matin. La file de voitures s'étend sur 3 pâtés de maison. Un panneau manuscrit sur la pompe à essence indique 4 gallons maximum. La semaine dernière encore, il n'y avait aucune limite. Le coût a doublé en seulement 6 semaines. D'ici janvier, il devrait tripler. Dorothy possède $5 000 sur un compte d'épargne à la Cleveland Trust. Ce compte rapporte 4,5% d'intérêt. Elle pense que son argent est en sécurité. Cependant, ce n'est pas le cas. Au cours des 12 prochains mois, l'inflation érodera 1/3 de son pouvoir d'achat et elle ne comprendra pas pourquoi avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, tournons notre attention vers Téhéran, 1979. Le Shah a été renversé et la production pétrolière iranienne cesse. Du jour au lendemain, les prix du pétrole doublent une fois de plus. Le Dow Jones Industrial Average se trouve exactement là où il a commencé la décennie. Une décennie perdue pour les marchés boursiers. Avançons rapidement à nouveau. Bagdad, 1990. Saddam Hussein envahit le Koweït. Les prix du pétrole doublent en quelques semaines. Une récession suit dans l'année. Le même catalyseur, la même progression et la même ruine financière pour quiconque détient des actifs papier. Ce schéma se répète inévitablement. Voici ce qui m'empêche de dormir la nuit actuellement. D'ici mars 2026, le détroit d'Ormuz sera fermé. Les prix du pétrole ont dépassé les $100 le baril. Les analystes affirment maintenant que $200 est tout à fait possible. L'Iran s'est engagé à ce que cela se produise, ce n'est pas un scénario théorique, c'est une reconstitution en temps réel de 1973, mais à une échelle amplifiée, avec une économie mondiale plus vulnérable en toile de fond. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément quels 4 actifs ont résisté la dernière fois que les prix du pétrole ont grimpé en flèche, et lesquels sont devenus sans valeur. Restez avec moi avant que nous n'approfondissions. Ces informations sont historiques et non des conseils financiers. Veuillez faire vos propres recherches. La séquence de chaque choc pétrolier reste constante. Un passage critique est bloqué, l'approvisionnement disparaît, les prix montent en flèche et l'inflation s'accélère. Les banques centrales paniquent, les actifs papiers s'effondrent, puis un transfert de richesse commence des non préparés vers les préparés. En 1973, les nations arabes productrices de pétrole ont imposé un embargo aux États-Unis après que Nixon a envoyé une aide d'urgence à Israël pendant la guerre du Kippour. Les prix du pétrole brut ont grimpé de $3 à $12 le baril, soit une augmentation de 4 fois. Le marché boursier a perdu près de la moitié de sa valeur au cours des 2 années suivantes. La reprise a duré près de 7 ans, pas seulement quelques mois, mais des années entières. Puis, en 1979, la révolution iranienne a entraîné le retrait du pétrole iranien du marché mondial. Une fois de plus, les prix du pétrole ont doublé et l'inflation a atteint des chiffres à 2 chiffres. Cette évolution a provoqué la panique au sein de la Réserve fédérale. En 1981, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans approchait des 16%, ruinant financièrement ceux qui avaient investi dans des obligations à long terme. Avançons rapidement jusqu'en 2026. Le détroit d'Ormuz devient impraticable. 1/5 stupéfiant de l'approvisionnement mondial en pétrole disparaît, ce qui représente la perturbation de l'approvisionnement la plus importante jamais enregistrée sur le marché pétrolier mondial. En réponse, l'Agence internationale de l'énergie déploie sa plus grande réserve d'urgence à ce jour. Cet effort a un impact minimal. Le déficit quotidien s'élève à 15 millions de barils, un volume équivalent à la production pétrolière quotidienne totale des États-Unis. Il n'existe pas de substitut simple. Nous sommes confrontés au même goulot d'étranglement, à la même flambée des prix et à la même panique généralisée. La validité de ce schéma ne fait aucun doute. La question cruciale est de savoir quels actifs vous détenez lorsqu'un tel événement se produit. L'or est l'actif par excellence. Ce qui étonne vraiment les gens concernant les années 1970, c'est que l'or n'a pas seulement dépassé l'inflation, il a complètement éclipsé toutes les autres catégories d'actifs, sans aucun concurrent sérieux. Suite à la fermeture de la fenêtre or par Nixon en août 1971, l'or, dont le prix était de $35 l'once, a grimpé à $850 l'once en janvier 1980. En moins d'une décennie, sa valeur est passée de 35 à $850. Parallèlement, les actions ont vu leur pouvoir d'achat diminuer année après année,
tandis que les obligations ont subi des pertes encore plus importantes au cours de la même période. L'or a réalisé un rendement annuel de 9% après ajustement de l'inflation. Le principe sous-jacent est simple. Une flambée des prix de l'énergie entraîne la dépréciation de tout ce qui est évalué en monnaie fiduciaire. L'or n'est pas un actif papier. Aucun gouvernement ne l'imprime et il n'est pas créé par la dette. Un détail crucial souvent négligé est le suivant. Un mois avant l'embargo, l'OPEP a adopté une résolution déplorant que la dépréciation du dollar les ait effectivement escroqués. Ils ont commencé à évaluer le pétrole en or plutôt qu'en dollars, non par affection pour l'or, mais parce que même les producteurs de pétrole eux-mêmes se méfiaient de la monnaie dans laquelle ils vendaient leurs produits. Une découverte notable a été démontrée dans un article de recherche de Hams et Wills. Avant l'embargo, le prix du pétrole, lorsqu'il était libellé en or, avait chuté de plus de 50%. La flambée des prix perçus n'était pas seulement une manœuvre politique, elle représentait l'effort de l'OPEP pour récupérer son pouvoir d'achat perdu. Suite à cette flambée, le prix du pétrole, mesuré en or, est revenu précisément à son niveau antérieur. Cette crise a constitué une réévaluation de la valeur, plutôt qu'un choc imprévu. Lorsqu'elle est évaluée dans la seule monnaie que les gouvernements ne peuvent dévaluer, rien n'a fondamentalement changé. Actuellement, l'or a dépassé les 4500 $ l'once, atteignant même brièvement les 5000 $. Ce schéma est en train de se dérouler. Le deuxième actif est la terre agricole, un fait qui prend souvent les gens au dépourvu. Tout au long des années 1970, les terres agricoles américaines se sont classées comme la deuxième catégorie d'actifs la plus performante, juste derrière l'or. Le département de l'agriculture des États-Unis a suivi cette tendance. La valeur des terres agricoles américaines est passée de 137 $ l'acre en 1970 à 737 $ en 1980, ce qui représente une augmentation de plus de 5 fois en une seule décennie. De plus, ce chiffre exclut la valeur de la production agricole de la terre. Les prix du bœuf ont doublé, ceux du maïs ont presque triplé et ceux du blé ont quadruplé. La terre elle-même a pris de la valeur et son rendement agricole a également augmenté en valeur simultanément. En fin de compte, les terres agricoles produisent des nécessités indispensables à la vie humaine. L'agriculture contemporaine dépend fortement du pétrole. Le diesel alimente les tracteurs et le gaz naturel est la source des engrais. Les flambées des coûts de l'énergie entraînent inévitablement des augmentations correspondantes des prix alimentaires. Le coût des produits d'épicerie s'envole, la valeur des terres agricoles augmente parallèlement à ces coûts. De plus, contrairement à l'or, aucune autorité fédérale n'a jamais saisi de terres agricoles pendant les périodes de troubles financiers. Cela ne s'est pas produit en 1933, et cela ne s'est jamais produit. Il n'existe aucun décret présidentiel autorisant la confiscation de terres agricoles. Tout gouvernement qui confisque des fermes provoque inévitablement une famine. Même les despotes comprennent cette vérité fondamentale. Une brève parenthèse, si vous réalisez que les actifs que votre conseiller financier néglige constamment sont précisément ceux qui résistent aux crises pétrolières, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Vous regardez l'historien financier indépendant. Mon objectif est de vous présenter les analyses post-mortem, vous permettant de discerner les schémas récurrents avant qu'ils ne se manifestent à nouveau. Notre troisième point concerne les actions du secteur de l'énergie. Mais il est assorti d'une mise en garde cruciale. À long terme, les actions du secteur de l'énergie ont largement surperformé le marché général tout au long des années 1970. Un portefeuille réparti à part égale entre Exxon et Chevron, maintenu pendant cette décennie, a généré des rendements 5 fois supérieurs à ceux du S&P 500. Cependant, voici la mise en garde cruciale, souvent omise des récits historiques. Pendant la crise pétrolière même qui aurait théoriquement dû profiter aux actions énergétiques, en particulier le ralentissement du marché de 1973, ce même portefeuille a vu près de la moitié de sa valeur disparaître, reflétant le déclin du marché plus large. Considérez ceci, malgré le quadruplement des prix du pétrole, les actions énergétiques ont tout de même été réduites de moitié. La raison sous-jacente est que lors d'une panique de liquidité, tous les actifs sont vendus. Les appels de marge sont indifférents à vos avoirs. Bien que les actions énergétiques aient rebondi plus rapidement et atteint des sommets bien plus élevés, survivre au ralentissement initial était une condition préalable. Vendre au plus bas du marché rendait tout gain potentiel à long terme sans objet. Inversement,
Le Nifty 50 a illustré une leçon différente. Des entreprises comme Polaroid, Xerox et Avon, des actions de premier ordre très appréciées, se négociant à 50, 60, voire 90 fois les bénéfices, se sont effondrées lorsque la crise pétrolière a frappé. La majorité ne s'est jamais remise. Polaroid, par exemple, a déclaré faillite. Lorsque l'inflation s'accélère, le marché cesse d'attribuer des valorisations élevées à la croissance future. Au lieu de cela, il exige une valeur immédiate, pas de simples promesses. Notre quatrième point concerne la dette publique à court terme, souvent considérée comme peu excitante. Pourtant, cet actif très ennuyeux en a protégé beaucoup. Les obligations du Trésor à long terme ont été dévastées dans les années 1970, offrant un rendement fixe que l'inflation a érodé sans relâche chaque année pendant 10 ans. Cependant, les bons du Trésor à court terme, qui arrivent à échéance en quelques mois, ont réussi à suivre le rythme de l'inflation, se maintenant essentiellement à l'équilibre. Bien que ce ne soit pas passionnant, le simple fait de maintenir son capital lorsque les actions chutent et que les obligations subissent des pertes importantes est loin d'être ennuyeux. C'est une question de survie. Le principe sous-jacent est l'échéance. Les bons à court terme ajustent leur taux d'intérêt à mesure que l'inflation augmente, tandis que les obligations à long terme ont des taux fixes. Une durée prolongée s'est avérée préjudiciable aux investisseurs obligataires. Une durée plus courte offrait une protection. Alors quels actifs sont devenus sans valeur ? Les comptes d'épargne. Prenez Dorothy à Cleveland, qui avait 5 000 $ déposés à la Cleveland Trust. Sa banque offrait un taux d'intérêt de 4,5%, tandis que l'inflation montait en flèche à 12%. À son insu, elle payait en fait la banque pour gérer ses fonds. De plus, ce que les récits historiques omettent souvent, c'est ceci. Les individus les plus gravement touchés n'étaient pas des preneurs de risques. C'étaient les épargnants les plus prudents et les plus diligents d'Amérique. Ceux qui suivaient méticuleusement toutes les règles. Ceux qui épargnaient avec diligence, évitaient les risques et plaçaient leur confiance dans le système ont vu leur richesse anéantie. Cela n'était pas dû à un effondrement soudain du marché, mais plutôt au déclin progressif et imperceptible de leur pouvoir d'achat, même si leur gouvernement leur assurait que tout allait bien. Des indicateurs d'alerte actuels sont clairs. Le détroit d'Ormuz est inaccessible. La réserve stratégique de pétrole a la capacité de libérer 4,5 millions de barils par jour. Avec un déficit quotidien de 15 millions de barils, la réserve est insuffisante pour combler le fossé. Elle peut apporter un soulagement pendant des semaines, mais pas pendant des mois. Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est mettent déjà en œuvre le rationnement du carburant. La Thaïlande et le Vietnam ont tous deux connu des pompes à sec, empêchant les citoyens de se rendre à leur travail. Les mécanismes mêmes qui ont évité une crise mondiale en 1974, tels que la capacité excédentaire, les producteurs alternatifs et les réserves d'urgence, sont aujourd'hui considérablement affaiblis par rapport à il y a 5 décennies. Ce schéma sous-jacent est facilement perceptible pour ceux qui sont prêts à le voir. À 5 heures du matin, Dorothy et Cleveland ont enduré une attente de 3 heures juste pour obtenir 4 gallons d'essence. À son insu, elle subissait une redistribution significative de la richesse, un fait dont personne ne l'avait informé. Alors que la presse qualifiait cela de pénurie, le gouvernement le minimisait comme étant simplement temporaire. Parallèlement, sa banque l'a rassuré que ses économies restaient en sécurité. Parallèlement, Bunker Hunt a acquis de l'argent pour 3 $ l'once, ayant tiré des leçons de l'histoire de la République de Weimar concernant le destin des monnaies fiduciaires non adossées. Sa clairvoyance s'est avérée exacte, jusqu'à ce que son ambition, alimentée par un effet de levier excessif et les changements de règles gouvernementales ultérieures, ne le mènent à sa perte. Néanmoins, son intuition fondamentale était juste. Les actifs tangibles détenus en dehors du cadre bancaire conventionnel conservaient leur valeur, contrairement aux actifs papier. Dorothy a placé sa confiance dans le système établi, tandis que Bunker Hunt a misé sur les précédents historiques. Ce schéma est mathématiquement prévisible, rendant le résultat final inévitable. Vos actions représentent la seule variable. Par conséquent, diversifiez vos avoirs de manière proactive, plutôt que d'attendre que les circonstances ne vous y obligent.